Est-ce que vous voulez encore aborder, 1 ou 2 sujets? Je crois, Coman, tu voulais faire un petit laïus sur le gaming parce que ça bouge quand même un petit peu, Ouais, et on a parlé du gaming tout à l'heure rapidement et notamment des tokens gaming. Il y a un token qui est intéressant, sur lequel on peut miser, si on veut, s'exposer au gaming. souvent dans la crypto, à chaque cycle, on va avoir des tendances un peu différentes et même ces tendances vont évoluer au fur et à mesure du cycle. Donc là, on pourrait dire que les tendances pour moi en ce moment. Et il y a pas mal de gens qui avaient mis en avant le fait qu'on avait eu, une baisse le 5 juillet, une baisse le 5 août et une baisse le 6 septembre. Donc on commençait à se demander s'il y avait pas, des gens qui appuyaient fort sur le bouton, juste le 5e jour du mois ou le 6e jour du mois pour faire baisser les marchés. Bon, dans tous les cas, effectivement, le mois de septembre, cette année, il est quand même assez positif. Hein, on peut le voir, hein, on a quand même le BTC qui hausse de combien de pourcents il a haussé le BTC là pour l'instant? De 8%. Donc c'est vrai que ça défie un petit peu les statistiques, mais on a quand même un point bas qui a été assez violent. Hein. On est passé de 64 000 $ à 52 000 $. Donc voilà, ça fait quand même un point bas qui est assez significatif. Toujours est-il que le marché se reprend. Le marché se reprend avec des bonnes nouvelles macro, avec la baisse des taux, avec une saisonnalité qui se prépare, donc octobre, novembre, décembre est en général bonne. Une fenêtre de tir sur le cycle des 4 ans qui est également favorable. Donc il y a beaucoup de belles choses, pas seulement sur Bitcoin, mais aussi sur les alts. On voit des alts qui commencent à retrouver de la force et à marquer des points bas. Dans la plupart des cas, on n'a pas forcément validé encore ces points bas parce qu'on n'a pas dépassé certaines résistances qu'on voudrait voir franchir. Mais voilà, il y a un petit air de fin de bear market qui est en train de s'installer, même si on n'était pas en bear market en 2023 et 2024. Hein, mais les alts, pour certains, avaient vraiment des airs encore de bear market. Et là, on voit des bottoms qui sont en train de se construire tout doucement. On va pas non plus partir en totale euphorie en disant qui veut l'entendre to the moon, hein, parce qu'il y a encore des choses à faire. Mais ça commence à prendre une belle figure, on va dire, et à laisser penser que sur cette fin d'année sera favorable à une phase haussière. Le vrai défi pour BTC, là, c'est ça. Cette zone-là, on veut clôturer, enfin, on veut au moins franchir ce niveau qui est tracé en rouge, là, de 65 105 $. Alors, vous ne mettez pas en tête forcément 65 105 $, parce que c'est variable en fonction des exchanges et de là où vous regardez les prix, là où vous tradez, là où vous achetez vos BTC. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est le plus haut qu'on avait eu au mois d'août. Et donc, c'est ce niveau-là qu'on a envie de franchir. Et on a envie de le franchir pourquoi? Parce qu'on veut créer un nouveau plus haut qui nous permettrait d'aligner 2 points bas à la hausse et 2 points hauts à la hausse et donc reprendre une tendance hebdomadaire haussière. Le défi aujourd'hui, c'est ça. Et si on venait à retracer sans avoir fait ce nouveau point haut, c'est pas forcément très bon signe. Ça montrerait encore de la faiblesse, même si on peut temporiser un petit peu, revenir sur cette zone en bleu, rebondir et faire à nouveau et faire à ce moment-là ce point haut. On aurait besoin d'un peu plus de force. Ça pourrait le faire, mais dans tous les cas, j'aimerais quand même moi le voir franchir assez rapidement. Si c'est pas avant la fin du mois de septembre, au moins dans la première semaine d'octobre pour aligner de belles choses. Parce qu'il y a un rythme dans les marchés. On a fait depuis mi-septembre une belle hausse. Cette belle hausse, à un moment donné, il faudra la corriger. Et donc, ce qu'on souhaite voir, c'est un franchissement avant de voir une correction. Et d'ailleurs, pour faire écho à ce que tu dis sur l'Ether, donc depuis qu'il y a les ETF Ethereum Spot qui ont été acceptés, le prix de l'Ether fait un peu que dump, il se stabilise au-dessus des 2100 $, mais il faisait un peu que dump depuis, et depuis qu'on a touché ces 2120, 2150, on a repris une petite hausse, et pendant cette hausse, les volumes des ETF sont restés très bas, voire négatifs, alors que le prix a quand même pas mal augmenté. Donc ça reste quand même une période de volatilité, hein, ça reste une reprise sur un bottom, donc c'est pas significatif tant que ça. Il n'y a pas de résistance qui ont été franchies, mais on est à plus 17% environ depuis mi-septembre. Et les volumes passent positifs que là aujourd'hui et hier, je crois qu'ils sont, tu le montres justement à l'écran, 40 millions hier, 60 millions aujourd'hui, alors qu'avant on avait soit rien du tout, soit des retraits. Ouais. Après, si tu enlèves Grayscale, regarde, hein.
quand même, hein. Si tu enlèves Grayscale, Oui, tout est dans le positif, hein, avec BlackRock, avec plus d'1,1 milliard qui est rentré, mais ça crée pas de pression acheteuse sur le prix. Ça crée une pression vendeuse et acheteuse de l'autre côté. Donc, c'est bien la position nette, je pense, qui sera significative à analyser. Bah, une fois que Grayscale aura fini de vendre tous ces Ethers, un peu comme ce qui s'est passé au début des ETF Bitcoin, hein, au final. Je Ouais. pense qu'on reprendra une hausse progressive. En tout cas, on le voit, c'est quand même intéressant. Il y a quand même on en a parlé, je crois, la semaine dernière, mais il disait que l'adoption institutionnelle des ETF Ethereum était quand même Bitcoin. Alors, Bitcoin et Ethereum étaient quand même assez importantes, hein. Surtout Bitcoin, je crois que c'était l'ETF le plus adopté et le plus rapidement par les institutionnels. Là, vous parliez d'Ethereum. Si vous regardez le graphique en mensuel, il est vraiment très joli. Moi, je trouve perso. Il est très chouette. On vient chercher les 2100 $, donc à 2 reprises, hein, et on rebondit au-dessus du 0,5. Donc on conserve une polarité positive sur toute la hausse qu'on a eue depuis la fin du bear market. Si on arrivait à clôturer sur ces niveaux-là, on serait vraiment pas trop mal sur Ethereum et on aurait une orientation qui serait plutôt positive pour la suite, même si, comme on l'avait évoqué la dernière fois, on a quand même ici une très, très grosse résistance autour des 2800 $, qui est particulièrement visible avec le système Ishimoku et qu'on peut représenter ici avec les creux qu'on avait eu dans cette phase de range avant qu'on break à la baisse. Mais Ethereum reprend un petit peu de la force, que ce soit contre le reste du marché. On voit qu'il y a une petite réaction qui s'est passée ici, contre le reste des alts, hein, bien sûr, parce que jusqu'à présent, on était vraiment en train de faire une baisse vertigineuse. On voit qu'il réagit en surpassant la bougie précédente et en faisant une belle clôture. Il faut voir comment tout ça se produit, si on arrive à venir retester et réintégrer ce niveau-là pour éventuellement le retester et repartir à la hausse. Il y a la BTC Dominance qui est intéressante. Il faut que je la retrouve, elle est là. BTC Dominance, donc on voit... Alors, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Cette zone jaune là que vous voyez, c'est une zone que j'avais tracée il y a peut-être 3 ans maintenant, qui représente un pivot majeur de la dominance du Bitcoin. En 2021, on avait un Bitcoin qui avait une dominance qui était très élevée et on a eu une alt season d'anthologie et on est venu break ce niveau-là et travailler tout en bas avec un marché qui était vraiment très fort, un marché des alts qui était très fort. Depuis 2023, voilà, depuis le début 2023, le Bitcoin reprend de la force et Bitcoin est, dans le cycle actuel, le token le plus fort et il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Aujourd'hui, on a atteint ce fameux niveau que j'avais tracé depuis 3 ans et on retrace, on revient à l'intérieur. Donc on fait une fausse sortie, on revient à l'intérieur et là on est en train de faire une grosse bougie qui réintègre le petit range qu'on avait depuis quelques semaines. Donc il y a cette construction à surveiller puisque la réintégration nous invite à penser qu'on va revenir sur la zone basse, ce qui laisse un petit peu de place encore pour les alts. Mais si on vient à franchir cette zone en clôture, on pourrait envisager une continuation de la baisse de la dominance et des alts qui se renforcent et qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, continuent en fait le beau mouvement qu'ils sont en train de faire. Je pense que on peut regarder quelques alts qui ont bien performé ces derniers temps. On a notamment AAV, évidemment. Alors, c'est pas le bon graphique, celui-là. Ça, c'est la dominance d'AAV. On va se mettre sur NIR. J'ai fait l'analyse technique de NIR hier, qui est encore sous résistance, mais qui montre quand même de belles choses déjà. On a bien sûr donc, tout le Tao. On a une très très belle performance depuis 3 semaines qui est en train de se dessiner, avec un retour un petit peu en force des tokens IA. Ce qui est intéressant dans le graphique qu'on voit actuellement, c'est que les bandes de Bollinger qui est en train de se refermer, qui marquent souvent la volatilité et la capacité d'un token à développer une phase haussière ou baissière, sont en train de se réouvrir. Et ce qui signifie que on pourrait éventuellement envisager une phase de croissance durable, en tout cas dans les semaines à venir. Donc ce schéma-là, on le voit principalement sur Tao qui est en avance, mais on peut repérer également sur certains coins les bandes de Bollinger qui ne s'étaient pas complètement refermées, notamment en mensuel. C'est le cas pour Solana. Voilà, on voit que Solana est en train de rentrer dans une tendance au niveau de ces bandes de Bollinger, donc on pourrait envisager
une continuation de la hausse pour Solana. Mais on a d'autres jetons qui ont des configurations qui sont moins bonnes. Alors, YIMX, par exemple, vous voyez que c'est à plat au-dessus, donc des bandes de Bollinger qui présentent des résistances. Mais on pourrait envisager, après le beau mouvement qu'il a fait dernièrement, qu'il pourrait venir ici tester ces bandes hebdomadaires et éventuellement forcer une réouverture pour envisager plus de hausse. Mais ce qui est important, c'est qu'on marque des creux qui commencent à se réaligner à la hausse, et certains tokens comme IMX ici, qui viennent de franchir des belles résistances et réaligner une tendance haussière. Donc, de manière générale, on a le sentiment que le marché est en train de switch. Il y a besoin encore de franchir des gros niveaux pour vraiment que le switch psychologique se fasse, et qu'on ait des acteurs du marché qui soient plus bullish qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore certains qui sont dans le déni d'une hausse à venir, malgré le fait qu'on ait beaucoup de bonnes choses d'un point de vue fondamental et une périodicité, une saisonnalité qui, sur les fins d'année, est plus favorable. Donc, est-ce qu'on va avoir avant la fin du mois de septembre cette impulsion qui nous manque pour vraiment faire le switch psychologique et que les gens repassent massivement à l'achat ou pas? C'est les prochains jours qui vont répondre à cette question-là, je pense. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui demande Kaspa. Je sais pas si tu regardes un peu Kaspa de ton Ouais, côté. Kaspa, je le suis. Kaspa, j'ai envie de dire, c'est une anomalie de marché. Kaspa, il ne connaît pas la crise. C'est assez impressionnant. Je vais vous montrer le graphique, vous allez voir. Kaspa, il est là. T'as creusé, toi, Marius, un peu plus Kaspa? Parce que nous, on en a parlé un petit peu, mais... Sur la tech, ouais, je peux en parler un petit peu après son analyse. Vas-y, Voilà. ouais, je suis curieux d'avoir ton avis. Kaspa ne connaît pas la crise. Kaspa ne fait que monter. Kaspa, il est haussier en mensuel, il est haussier en hebdomadaire, il est haussier sur toutes les unités de temps. On a quand même en hebdomadaire les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer, ce qui, a priori, contraint la volatilité, qui pourrait conduire à encore un peu de latéralisation jusqu'à ce qu'il arrive à casser soit à la hausse, soit à la baisse, et pour éventuellement aller continuer dans son canal haussier ou aller casser au-dessus du canal haussier si on engageait une phase un peu plus impulsive. Mais Kaspa montre de très 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 belles choses depuis presque 2 ans, hein. En même temps que le BTC, il est rentré dans une phase haussière et il n'a jamais cessé de monter, quoi, concrètement. Donc très très bon token Kaspa. Je ne rentrerai pas dessus à n'importe quel prix, mais dans tous les cas, il est bien aligné à la hausse. Alors, qu'est-ce que vous avez... Je crois que Marius, tu avais quand même spoté quelques actus intéressantes autour de Bitcoin, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y avait aussi l'annonce de la SEC par rapport aux securities. Le comité des services financiers de la Chambre des représentants. Et comment dire. Et donc, c'était la première fois que les 5 commissaires de la SEC, dont Gary Gensler, qui en est le président, se rejoignaient, étaient audités. Et donc, ils sont revenus aussi notamment sur le sujet de la régulation des crypto-monnaies. Et donc, Esther Pierce, qui est une des commissaires, a admis que que les crypto-monnaies n'étaient pas nécessairement des securities et que ça dépendait d'autres facteurs. Et donc, elle explique en fait qu'ils ont adopté une approche un peu floue et ambiguë, d'après ses mots. Parce que pour eux, c'était une manière de faire comprendre que il y avait justement plein de facteurs qui entraient en compte. Mais ils l'ont pas explicitement dit que ça dépendait de plein de facteurs. Ils ont juste dit les cryptos, c'est des securities. D'ailleurs, tout à l'heure, il y en avait un qui mettait si Trump est élu, Bitcoin direction les 120 000 $. Bon, je sais pas, je suis pas certain, on en avait déjà discuté la semaine dernière. Je suis pas certain que l'élection de Trump propulse le Bitcoin immédiatement à des sommets. Il a beaucoup parlé, fait beaucoup de promesses. Maintenant, à voir ce que ça va donner, concrètement. Ouais, si ça va dépendre de s'ils font cette Bitcoin Act et qu'ils commencent à acheter du Bitcoin pour leurs réserves stratégiques, ça peut. Mais directement après les élections, non. Et comme je disais la semaine dernière, moi, mon take, c'est que même si Kamala passe, justement, Bitcoin sera à plusieurs millions, mais pas l'année prochaine, mais dans plusieurs années. Les conséquences de son économie et de son projet économique et de
de sa restriction des crypto-monnaies, je pense que ce serait beaucoup plus bénéfique pour Bitcoin à long terme. De toute façon, même Trump n'est pas maximaliste. Hein. Ah bah, c'est sûr. Il a lancé des NFT, il lance une plateforme DeFi. Donc, ça serait un maximaliste bizarre. Ou alors un maximaliste comme toi, Marius, qui utilise AV. Un faux maximaliste. Ou alors ou alors juste quelqu'un qui surfe sur les vagues et qui fait de l'argent et qui achète du Bitcoin avec les profits. Un opportuniste, Rambo se dit, c'est ça, opportuniste. Ça, c'est plutôt pas mal. Un politique, quoi, à peu près. Mais c'est vrai que ça donne un petit peu une date d'échéance, cette élection américaine, une fois qu'elle sera passée. Je ne sais pas ce qui nous restera pour travailler la psychologie des intervenants du marché, quoi. Et surtout, qu'est-ce qui va rester à Polymarket une fois que les élections américaines seront passées? Parce qu'ils ont quand même dépassé le milliard de dollars hein, sur les paris autour des élections présidentielles. Là. Ce qui est quand même monstrueux. Hein. Bah, c'est souvent le moment de ces plateformes-là, hein, les élections américaines. J'espère qu'ils vont réussir à développer d'autres événements qui attireront du monde, parce que sinon, si on les voit qu'une fois tous les 4 ans, les plateformes, ça risque d'être pas forcément très bien pour leur avenir, quoi. Bah, surtout que là, ils ont annoncé... Non, ils l'ont pas encore annoncé officiellement, mais il y a des rumeurs comme quoi il y aurait certainement un token. Bon, on s'en doutait un peu, hein. On en avait déjà parlé en live. On vous avait pas incité, mais on vous avait dit, bon, si jamais vous êtes amateur, vous voulez tester de nouvelles choses, de tester, pourquoi pas Polymarket, faire un petit peu de volume. Il n'y a pas que de la politique, hein. Il y a plein de sujets. Après, ça reste du pari, donc attention aux addictions ou autres. Mais voilà, il y a des sujets intéressants. Ce qui est intéressant surtout, c'est selon votre expertise sur tel ou tel sujet, vous avez la possibilité de faire un peu de l'arbitrage. C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, si imaginons que vous connaissez très bien en affaires judiciaires, vous pouvez parier sur le fait que P. Diddy sera relâché de prison avant fin octobre. Avant octobre, donc avant la fin du mois. Imaginons que vous ayez des infos d'insider. C'est Nancy Pelosi qui devrait aller utiliser Polymarket. Hein. Parce que Nancy Pelosi, elle a toujours de super bonnes informations. Là, j'ai encore vu passer quelque chose. Parce que Nancy Pelosi, c'est une sénatrice, c'est ça, si je dis pas de bêtises, américaine. Et vu qu'il n'y a pas de délit d'initié aux États-Unis, quand vous suivez son portefeuille un peu boursier, elle prend toujours les bonnes décisions au bon moment, une semaine ou deux avant de savoir clairement, avant qu'il y ait une affaire, positive ou négative, Nancy Pelosi, elle est toujours positionnée. Et là, c'était quoi dernièrement que j'ai vu passer? C'était avec PayPal ou je sais plus. C'était Visa, voilà, c'était Visa. Donc Visa, ils ont été assignés en justice par le département la justice des États-Unis. Et Nancy Pelosi qui vend, hop, 1 petit million d'actions Visa quelques semaines, quelques mois avant. Donc voilà, Nancy toujours dans les bons coups. Si vous pouvez track son portefeuille boursier, ça vous donne des bons indices. J'avais vu un fil Twitter effectivement dessus, et elle surperforme tous les meilleurs traders américains. C'est un génie du trading, cette dame. Le hasard, sûrement. Sans doute. Il y a Millésime qui demande alors Ethereum, c'est mort ou quoi? Non, je pense pas qu'Ethereum soit mort. Non, d'ailleurs, on est repassé. Attends, est-ce que c'est repassé On va regarder sur Ultrasound Money, mais. Non, je crois que c'est toujours en inflation. C'est toujours en inflation, c'est déflationniste. Parce que là, les frais ont quand même pas mal augmenté depuis la baisse des taux de la Fed. Là, les frais ont pas mal réaugmenté. J'ai regardé hier, c'était pas. On a 13 Go actuellement. On est quand même mieux que le 0,5 qu'on a connu il y a quelques semaines. Hein. Là, ils estiment sur les 7 derniers jours, il y aurait 668 000 Ethers brûlés pour 957 000 créés, si on reste comme ça. Et si on prend sur la dernière heure, c'est un peu plus. Le dernier jour, après, ça varie beaucoup. Hein. Ça va dépendre aussi des pics d'activité ou autre. Et on est passé à 52% de block of fact compliant. Pendant qu'on parlait, quoi. Non, je crois que c'est passé hier. Allez,
Objectif, les 70%. Ouais, je pense que ça va y 100%, aller. Hein. même. Prochaine target. Non, mais pour moi, Ethereum, pas trop de soucis à se faire. C'est plutôt, j'en profiterai plutôt pour en racheter avec ce qui se dit en ce moment que, Ouais, niveau l'inverse. spéculatif, je pense que c'est intéressant d'en acheter si vous voulez faire du profit, mais c'est quand même très risqué. Mais si vous comptez utiliser un réseau décentralisé et être souverain de vos Moi, je me actifs, fais aucun j'utiliserai souci pas pour Ethereum. Ethereum. Hein. Toutes les grosses institutions vont l'utiliser. Alors, ok, ce sera peut-être pas ce sera pas aussi décentralisé que Bitcoin, c'est sûr et certain. Mais quand toutes les grosses institutions vont se ramener dessus, enfin, elles y sont déjà, mais quand elles vont se développer, elles vont ramener des capitaux. Quand la narrative RWL, ça va se développer aussi. Tout ce qui va être autour de ça. Je pense que Ethereum, ok, l'activité du retail ira sur les L2. Mais les institutionnels, ils en auront rien à faire de payer 10 $ de frais pour aller transférer 10 millions de dollars ou 100 millions de dollars, alors que dans le système traditionnel, ça leur en coûte des milliers. Ouais, je suis d'accord pour ça. Je pense pas que Ethereum va mourir un jour. Je pense qu'il restera, mais juste sa décentralisation et d'aide avant l'heure. J'ai l'impression que la nouvelle tendance, c'est les Solana killers, justement. On entend parler de Sui, Aptos, et tous les nouveaux projets un peu comme ça qui sont encore du L1, encore de l'infrastructure, mais en fait, on n'a jamais personne qui utilise ces blockchains-là en dehors de la spéculation pour une utilisation concrète, quoi. Donc, je pense que Solana fait le bon choix, en tout cas, d'attirer des applications sur le réseau pour le rendre vivant, avoir des vrais utilisateurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, toi, Marius, je sais que Solana, c'est déjà AV, c'est beaucoup. Alors Solana, j'ose même pas imaginer. Très très beau projet, Solana, j'adore. C'est bien. Ça me surprend un petit peu. Mais... Non, mais c'est Non, effectivement, si tu as un hôtel et que tu n'as personne dedans, ça sert à rien d'avoir construit un beau bâtiment. Donc forcément, il faut attirer des applications pour attirer des utilisateurs, pour avoir un fonctionnement de la blockchain et une croissance organique de tout cela. Donc oui, attirer des développeurs, des applications, c'est essentiel pour qu'une blockchain puisse continuer son développement. ouais, En tout cas, à suivre de près ce qui se passe sur Solana parce que ça continue quand même de se développer plutôt bien. Et tu parlais des SUI, mais les SUI, il y a aussi une croissance intéressante. Donc à observer également. Ah bah ouais, Sui, ils ont pris, je crois que c'était quasiment le deuxième après AV, la crypto qui a le plus augmenté sur les dernières semaines là. Ouais, mais je parle pas qu'en termes de prix, en termes de TVL, en termes d'utilisateurs, il y a une croissance intéressante qui est en train de se faire. Ouais, on avait fait, il y a Théo qui avait fait un article justement sur, pour essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui pouvait expliquer cette hausse, du prix. Et c'est vrai que la TVL augmente, particulièrement bien, là-dessus. Le nombre d'adresses actives. Alors, je crois qu'il y a pas mal de gaming aussi sur, Sui, si je dis pas de bêtises. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il y a peut-être eu des jeux qui se sont lancés récemment où le nombre d'adresses actives et le nombre de transactions a augmenté? Alors, Et puis après, il y a tout le sujet autour du langage Move aussi, qui est un peu tendance, avec Aptos, Sui, Movement Labs. Voilà, c'est un peu la nouvelle tendance. Le langage Move, c'est celui qui a été développé par Libra, donc la crypto de Facebook. Libra qui est devenu Diem puis qui a été abandonné. Et en fait, une partie de ceux qui bossaient chez eux sont allés lancer leurs propres projets, dont Aptos, Sui, Movement, etc. Et ils marketent ça, en tout cas, comme étant un langage qui permet une bien meilleure sécurité que Solidity, pour plusieurs raisons techniques que je ne saurais vous expliquer, et également parce que ce langage-là est beaucoup plus simple à apprendre pour les développeurs que du langage Solidity. Donc on se rapproche beaucoup, on pourrait toucher une quantité de développeurs monstres du Web 2, quoi, entre guillemets. il y a dans le chat, j'ai pas vu le commentaire. On a fini nos shitcoineries. Pardon. Dans le chat, il y avait Anthony qui demandait des conseils pour débutants à investir dans le Big Three, donc BTC, ETH, Solana. Comment dire? Je pense que pour un débutant, le plus important, c'est surtout de se renseigner, d'apprendre plus de choses, comprendre avant d'investir. Parce que si tu investis avant de comprendre, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Et ensuite, aller dans l'ordre un peu crescendo, c'est-à-dire focus déjà sur Bitcoin
et ensuite aller sur Ethereum, pourquoi pas ensuite Solana. Mais il faut voir que plus tu vas dans des projets moins capitalisés, donc en gros, tu prends, par exemple, si on schématise dans les grandes lignes, tu prends le CoinMarketCap et tu prends le top, bah, plus tu descends dans le top, plus tu vas avoir des choses complexes et des investissements volatiles. Donc, plus il faudra que tu te renseignes encore plus sur les projets pour réduire le risque. Et voilà, je ne sais pas c'est quoi votre avis pour vous, pour les débutants, mais c'est vraiment l'éducation, je pense, le plus important. Ouais, et pour moi, c'est surtout éviter de se surdiversifier. Comme dit Marius, suivre un projet, c'est facile, 2 projets, c'est facile, 3 projets, c'est encore possible. Mais si vous achetez 50 crypto-monnaies différentes, enfin, suivre 50 projets, savoir qu'un projet est mort, même juste savoir qu'un projet est mort, c'est impossible quand vous avez 50 cryptos différentes. Donc ouais, vous limitez à certaines crypto-monnaies, quitte à switcher de temps en temps. Mais pour moi, le plus important, bon, et Bitcoin, Ethereum, pour moi, c'est du no-brainer. En gros, il faut en avoir pour moi. Après, le reste, c'est surfer un peu sur les tendances. C'est-à-dire que token DeFi qui génère du rendement réel, crypto autour du langage Move, comme on en a parlé avec Aptos, Sui, Movement Labs, qui n'a pas encore de token, mais pour lequel ça peut être intéressant si jamais vous chassez les airdrops d'aller tester d'aller faire leur testnet. Et puis après, tout ce qui est RWA, Dépine, à suivre de près. Je pense que la Dépine aura son heure de gloire. La news qui est sortie hier, donc PayPal permettait quand même déjà aux utilisateurs, alors américains, je ne suis pas sûr que ce soit sorti pour les utilisateurs européens, d'acheter la crypto directement via PayPal, mais là maintenant, il s'ouvre aux professionnels. Et donc, c'est quand même un business assez énorme qui va s'ouvrir. Et en plus, PayPal commence à construire quand même un peu commence à se construire un bon projet autour de leur PYUSD, leur stablecoin. Ça ne m'étonnerait pas de voir proposer aux commerçants de recevoir des paiements en PYUSD, que les PYUSD soient utilisés dans des protocoles DeFi pour en plus leur générer du rendement sur leur trésorerie de manière directe. Donc je pense qu'il va falloir suivre un peu ce qui se fait sur PayPal, parce qu'il y a pas mal de choses en préparation et ils doivent avoir pas mal d'idées derrière la tête. Est-ce que vous voulez encore aborder un ou deux sujets? Je crois que Coman, tu voulais faire un petit laïus sur le gaming, parce que ça bouge quand même un petit peu. Ouais. On a parlé du gaming tout à l'heure rapidement, et notamment des tokens gaming. Il y a un token qui est intéressant sur lequel on peut miser si on veut s'exposer au gaming, c'est Avax. Ça paraît pas forcément évident, mais il avait bien progressé en fin d'année dernière quand il y avait eu la narrative gaming. Et il y a une belle adoption des jeux sur les subnets. Donc, pour s'exposer sur un token qui est un peu gaming, mais qui est aussi d'autres choses, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu d'Avax en portefeuille. Et je vous parle aussi d'Avax, car on vient d'avoir récemment Off the Grid, qui est devenu jouable. Donc, c'est Romain qui m'a partagé cette info hier. Off the Grid, c'est un jeu qui est très attendu, c'est un FPS. Alors, le style de jeu, c'est un peu comme Fortnite, je ne me rappelle plus comment c'est ce nom de jeu, c'est Battle Royale, voilà. Et Battle Royale. Donc, vous pouvez dès à présent aller vous inscrire pour accéder à l'accès anticipé. Voilà, on est en train de vous montrer le site. Et donc, quand vous faites Apply Now, vous avez 2-3 questions, ça vous donne une clé. La clé, vous allez la saisir dans Epic Game Store et là, vous pouvez lancer votre jeu. Donc, on arrive vraiment avec Off the Grid dans des vrais jeux, dans des jeux qui devraient faire oublier ce qu'était le gaming Web3 ces 3-4 dernières années, à savoir des jeux qui n'étaient pas forcément très fun, un gameplay un petit peu hors du temps. Là, on a un vrai jeu. J'ai pas eu le temps vraiment de me plonger dans l'aventure, mais j'ai lancé une partie hier et j'ai pu constater que graphiquement, c'était quand même d'un tout autre niveau et en termes de FPS, on est sur du Warzone tier, quoi. Globalement, ça sent très très bon. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord et puis même à nous proposer des sujets comme ça de discussion qu'on pourra aborder lors du prochain live jeudi prochain. Sur ce, très bon après-midi, bonne journée. Et puis on espère clôturer septembre
Parce que quand on se revoit, on sera quand? Ce sera le 3 octobre. Du coup, on espère clôturer dans le vert. Hein. L'objectif, clôturer dans le vert. On va le faire. Allez, bon après-midi à tous. Allez, salut. Salut, ciao.